On le sait peu, mais c'est pendant les heures sombres de la Révolution française que les artistes ont commencé à dénoncer les ravages de la guerre ou du terrorisme d'État. Et encore, les gravures satiriques de cette époque n'ont-elles jamais eu les honneurs des manuels d'histoire à cause justement de leur antimilitarisme virulent. Le concept de nation venait de naître à Valmy, et avec lui l'idée que le peuple doit être défendu par une armée populaire. Les grandes batailles du Moyen Âge ou de la Renaissance n'exaltaient que très peu de sentiments pacifistes. Les romantiques peignaient la guerre comme le plus palpitant, bien que le plus dangereux spectacle du monde, et il faudra attendre le Vietnam pour qu'enfin les artistes prennent massivement position. Regardez par exemple les massacres de Ciaux d'Eugène Delacroix. Selon votre sensibilité, le spectacle vous apparaîtra soit comme exaltant, soit comme repoussant, le mot massacre seul nous renseignant sur les intentions réelles du peintre. 150 ans plus tard, le tableau Wham de Roy Lichtenstein utilisera les mêmes ressorts romantiques, et si le peintre le définira comme antimilitariste, son ambivalence lui vaudra d'être récupéré comme icône par les impérialistes américains. On voit là toute la difficulté pour un artiste de représenter la guerre sans la sublimer, et l'on comprend mieux le tour de force qu'a réussi Pablo Picasso avec Guernica, une œuvre sans aucune ambiguïté sur le pacifisme militant du peintre espagnol. L'étoffe des héros est un tissu de mensonges, écrivait Jacques Prévert, comme pour épauler Picasso. L'héroïsme relatif à la guerre est en effet une énorme imposture, qui s'enracine dans un déni de la réalité des atrocités qui l'accompagnent toujours. Comme Francisco Goya bien avant lui avec les désastres de la guerre, Pablo Picasso a magistralement restitué ces atrocités et révélé l'extraordinaire complexité des rapports entre art, réalité et imaginaire. Je suis espagnol, disait Picasso, j'aime la tristesse. À regarder l'une après l'autre les magnifiques eaux-fortes de Goya ou à décrypter chaque élément du tableau de Picasso, on comprend très bien que l'expérience douloureuse d'événements réels ne suffit pas, que c'est d'abord et surtout l'imaginaire du peintre qui génère une œuvre susceptible de témoigner des violences d'un conflit et d'influer éventuellement sur son issue. Exécuté en moins de 3 semaines, ce qui en dit long sur les sentiments d'horreur qui agitaient Picasso, l'immense fresque qu'est Guernica a été d'emblée érigée non seulement en icône de la guerre civile espagnole, mais aussi en symbole sanglant de toutes les tragédies du passé. Pourquoi ? Regardez bien Guernica, regardez cette femme qui hurle son enfant mort dans ses bras, cet autre qui tente de fuir, cet autre encore qui se consume. Regardez ce soldat foudroyé, ce cheval qui agonise, ce minotaure en métaphore de la barbarie, cette colombe, enfin. Regardez bien Guernica, vous n'y trouverez aucune trace visible du bombardement qui ravagea cette petite ville du Pays Basque le 26 avril 1937. Car plutôt que de tenter de coller à la réalité, Pablo Picasso s'en est éloigné de toute la force de son esprit et de son pinceau. Plutôt que de manipuler l'opinion publique, en peignant aux chiffres près, comme tant d'autres artistes l'auraient fait, la ville martyre et ses habitants, il a choisi en pur symboliste d'isoler quelques figures fantastiques. C'était artistiquement et intellectuellement très risqué, mais réagissant ainsi à une émotion extrême, il a produit une œuvre puissamment individuelle dont a pu s'emparer la conscience collective et créer l'une des peintures les plus saisissantes et lyriques de l'histoire.